Salut Iris. Salut Salomé. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, on a quelqu'un avec nous aujourd'hui. Oui, on a quelqu'un avec nous. Salut Rosalie. Salut les filles. Je suis trop contente d'être là avec vous. C'est toujours un peu... En fait, elle est arrivée, Rosalie, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle parle comme Léna Situation? Genre, salut les gars. Non mais vraiment, en fait, c'est sorti, je me suis dit, genre, merde, on est Léna Situation. Bon, Iris, tu nous présentes un peu Rosalie? Et donc on est aujourd'hui avec Rosalie qui est coach en relations amoureuses. Rosalie Love Coach sur TikTok, peut-être que vous l'avez déjà vu si vous étiez en rupture ou peut-être curieuse. Juste curieux, ouais. En tout cas, moi c'est comme ça que je suis tombée sur toi, plutôt en rupture. Donc tu donnes plein de conseils, tu fais des mises en situation. J'ai vu un commentaire sur un de tes TikTok qui disait: mon Dieu, je crois que cette fille lit dans mes pensées. Tu parles d'anxiété relationnelle, tu parles de la manière de gérer ses émotions. Sur Instagram, tu dis que l'amour n'est pas que magie et féerie. L'amour est aussi une émotion qu'il faut apprendre à gérer pour se connecter à l'autre. Waouh. On fait nos devoirs. Je connais bien, mais franchement, je suis hyper contente. Parce que du coup, c'est un message que tu portes et que bah ouais, c'est hyper important. Bah ouais, et ça fonctionne bien. Tu fais aussi du coaching privé, du coup. Tu nous en parleras. Et tu es coach depuis 4 ans maintenant. Tout à fait. Coach avec une vraie certification. Bah oui, n'est-ce pas? oui, évidemment. Enfin après, je dis pas qu'il y a des mauvais coachs, mais en tout cas, je me voyais pas faire ce métier sans me former, parce que ça reste quand même des gens qui se confient à moi, donc beaucoup de responsabilités, beaucoup d'émotions et d'histoires à gérer. Donc oui, évidemment que je me suis formée. Puis j'avais 24 ans quand je me suis formée, donc je me sentais pas non plus méga légitime, et la formation m'a permis de mieux comprendre les systèmes, les dynamiques amoureuses, et de prendre en maturité aussi sur le plan émotionnel, et de voilà. Trop bien, ouais. Trop bien. Et du coup, on va encore parler de Sex and the City, n'est-ce pas? Ouais. Donc, Rosalie a vu Sex and the City plusieurs fois, comme la plupart de nos abonnés, j'ai l'impression. Et on va parler d'amour, on va parler toutes celles qui s'identifient un peu en Carrie, Charlotte ou n'importe qui, vous pouvez rester avec nous parce qu'on va prendre des conseils sur plein de situations. Mais d'abord, on a une question à te poser. Oui. Quel personnage tu penses que tu es? Alors, c'est une très bonne question, parce que je pense qu'on s'est toutes un peu posé la question en regardant la série. Bien sûr. Ouais. Et je crois que ce qui me plaît particulièrement, c'est que je m'identifie à un peu toutes. Bizarrement, alors peut-être que c'est Carrie, avec celle avec laquelle Pour une love coach. Ouais. Eh ben ouais. Parce que en fait, évidemment, donc son taf, évidemment que ça me parle, même son rythme de vie, de bosser de chez elle comme ça, de voir souvent ses copines, de parler d'amour évidemment, et d'être passionnée par ça. En revanche, son côté en fait, elle est un peu toxique avec ces gars, quoi. Et sur ça, j'avoue, j'ai un peu du mal. Je la trouve un peu border, voilà. Okay. Après, Charlotte, je la trouve très naïve, mais en même temps amoureuse de l'amour. Et moi, je suis une amoureuse de l'amour. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce métier. Je trouve qu'elle a un côté hyper innocent que j'adore, qui est hyper doux sur le mariage, la sexualité. Je trouve ça trop mignon. Samantha, je suis un peu la faux folle du groupe, sans forcément parler de sexualité, mais en tout cas, dans mes amis, voilà, je suis hyper extravertie. Donc, sur ça, je me reconnais vachement. Peut-être Miranda, pas tellement. Ouais. Ouais. Non. Ah, tu es en absence de Miranda. Tu es en trio sans Miranda. Je crois, ouais. Ok. En fait, elle a voulu nous montrer quel personnage elle était, mais en fait, surtout quel personnage elle n'est pas. Ouais. Une chose est sûre, je ne suis pas Miranda. Alors, je réfléchis. Que ce soit bien clair, en fait. Peut-être sur le côté sérieuse dans son travail. Mais après, Samantha, elle est aussi vachement. Enfin, elles le sont toutes. Charlotte, elle est peut-être un peu plus avec sa galerie d'art de temps en temps. De temps en temps, un peu chill, quoi. Ouais, je suis pas elle bosse pas. Ouais, c'est ça. Trop bien, franchement, bon mélange. Ouais, super. J'ai l'impression mélange. qu'en tout cas, tu prends le meilleur de chacune. Donc, tu dois être une bête de meuf. Ouais. Je suis hyper humble, en tout cas. Et du coup, donc, on est à la fin de la saison 3. Et c'est vraiment un moment très, très, très iconique dans la série parce que c'est le moment du trio Aidan, Big, Carrie. Donc, ce qui se passe, c'est que Carrie voit Aidan, la relation se passe très bien. Elle lui cherche un peu d'époux, mais a priori, il n'a aucun défaut. Et un jour, elle va dans son forum parce que lui fait des meubles, donc elle va dans une design fair, etc. Et elle croise Natasha et Big Lui fait comprendre que son mariage avec Natasha
se passe très mal et en fait ça fait tiquer Carrie et à ce moment-là elle vrille et avec Big ils se rappellent, ils commencent à se voir et à partir de là commence une relation entre Big et Carrie. Or, une affaire. On n'a pas de mot stylé pour dire ça. Extra-conjugale. Une relation extra-conjugale entre Big et Carrie. Big et Carrie se retrouvent dans des hôtels et chacun n'avoue pas à sa partenaire qui sont dans cette relation. Donc, on se dit, mais en fait, c'était évident qu'elle allait rappeler Big et elle cherche des poux à Aidan parce qu'en fait, pour moi, elle pense encore à Big. Et donc, la question qu'on veut te poser, c'est... Est-ce que tu peux te mettre dans une relation alors que tu n'as pas vraiment terminé la précédente ? Très pertinent, les filles. non, mais c'est vrai, je trouve que c'est trop bien. C'est un bon exemple en plus. Moi, je dirais que oui. En fait, quand on quitte une relation, on est vulnérable, normalement. Ouais. On se sent en tout cas un peu plus fragile que la plupart du temps. On a le cœur un peu écorché, on est à vif. Et... ça peut être un bon terrain, ça peut être un terrain propice pour l'amour. Parce que l'amour, c'est de la sensibilité qui se connecte, c'est de la vulnérabilité, on se comprend, on se capte. Alors, évidemment, l'objectif, c'est pas de rencontrer quelqu'un d'autre rapidement et de pleurer sur son ancien partenaire. Non, c'est en revanche d'être dans une authenticité, de dire, ça fait pas non plus méga longtemps, je sais pas s'il y a encore de l'amour, mais en tout cas, c'est récent. Mm-hmm. Et donc, je crois que cette disposition de sensibilité, de vulnérabilité, elle peut être bien en fait pour l'amour. Parce que en tout cas c'est ce qu'on apprend en coaching, le frein de l'amour c'est d'avoir limite trop confiance en soi, parce que du coup c'est là qu'on bloque en fait toutes les émotions. L'amour c'est 2 émotions qui circulent, et si on est trop en confiance, donc si on a 3 ans de célibat et qu'en fait on est là, oui on sait qu'on plaît, on sait qu'on fait des soirées, on a les copains, notre taf, la thune, tout va bien, bel appart, en fait il y a pas d'émotion qui passe quoi. On va être impressionnant, on va être admirable, mais il n'y a pas grand-chose qui va circuler entre 2 personnes. Et est-ce que ça fonctionne pour des personnes qui arrivent à... Enfin, je vois les personnes qui enchaînent les couples, qui sont dans un couple et qui se remettent dans un couple. Mais pour une Carrie... Mais pour une Carrie, par exemple, ou pour une personne qui est tout le temps plutôt célibataire et qui enchaîne les relations un peu ripou, par exemple, Aidan, je le vois très bien après sa rupture se remettre en couple direct, mais Carrie, le problème, c'est qu'elle ne sait même pas vraiment être en couple. Donc, en fait, si elle se remet avec quelqu'un, elle va un peu lui faire du mal, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine personne pour qui cette théorie fonctionne pas ? Le truc, c'est que pour l'exemple de Carrie, c'est que Big, déjà, ils ont un amour passionnel, fusionnel, mais pas très sain pour les deux. Parce qu'en fait, Big, il est pas prêt à se mettre véritablement dans une histoire d'amour, à avoir un quotidien, à s'ennuyer avec l'autre. Lui, je pense que ce qu'il aime, c'est la passion, c'est de se voir de temps en temps, c'est caché, c'est secret. Donc, Carrie, vu qu'elle a une mauvaise estime d'elle-même, au vu de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu observer avec les épisodes, c'est que du coup, elle, d'être avec un homme qui lui donne que la moitié de ce qu'elle voudrait, ce qu'elle voudrait avoir, finalement ça lui confirme l'idée que c'est pas une femme qui a... Vous voyez, c'est très compliqué. Je suis partie dans un tunnel. Je pense que ça résonne dans la tête de toutes les Carrie là. Ouais. Voilà, c'est que en gros, mauvaise estime, donc du coup elle va aller toujours chercher des hommes qui ne la respectent pas à 100%. Parce que Aidan était quand même un cœur d'amour. Ouais. Il la respecte à 100%. Mais de ouf. Ses besoins, il est trop content quand elle est avec ses copines, il est hyper fidèle, il a son boulot, il est gentil. Il lui laisse de l'espace quand elle le demande, sans poser trop de questions. Il communique. Ouais, c'est ça, Big, c'est quand même le mec parfait pour elle. Mais moi pourquoi elle sabote avec Aidan dans ce cas ? Là, elle sabote avec Big, mais surtout parce que je pense qu'elle est pas habituée à avoir une relation saine. Ouais, c'est un peu le truc de... à force d'être tombé que sur des connards, on peut s'y habituer et on se dit je ne mérite que ça, et donc du coup quand on tombe sur quelqu'un de bien, de gentil et de sain, on se dit oula, du coup il peut y avoir de l'ennui, du vide, et là ça fait peur. C'est ça, c'est les épisodes, même quand on en avait parlé à l'épisode précédent, c'est que ça l'angoisse, ce calme l'angoisse, du coup elle a des sueurs, elle rêve de Big la nuit, en fait elle est angoissée par l'idée que tout va bien. Mais d'ailleurs moi j'avais une autre question par rapport à ce couple et par rapport à cette situation, c'est que à un moment elle se demande si elle doit lui avouer. D'ailleurs, c'est très drôle. En parallèle, il y a aussi Miranda qui ment à un mec pour se rendre plus intéressante et dit qu'elle est hôtesse de l'air au lieu d'être avocate, parce que ça fait fuir les mecs, on ne sait pas pourquoi. Et donc, il y a cette question que Carrie pose, parce que finalement, elle va le dire à Aidan, mais la question de l'épisode, c'est est-ce que
l'honnêteté est primordiale en amour. Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que j'ai revu l'épisode tout à l'heure. J'étais au resto, j'étais là, oui, alors que je m'y penche. En fait, je suis pas sûre que d'être 100% honnête, ce soit toujours une bonne chose. Alors attention, là, il faut on y met les pincettes, on fait attention à ce que je vais dire. Mais surtout en grandissant, bon, j'ai que 28 ans, mais je me rends bien compte qu'en fait, de tout dire à son partenaire, c'est pas signe d'une relation mature et saine. Pas du tout. Surtout que dans une relation hétérosexuelle, on est quand même très différent des hommes. Nous, en tant que femmes, pour moi, on a besoin d'avoir notre jardin secret, cultiver notre jardin intérieur. C'est Simone Veil qui disait d'avoir une chambre à soi. Et je suis persuadée que c'est ça le bonheur en tant que femme quand on est en relation avec un homme. Les relations fusionnelles, de tout se dire, d'être transparent sur absolument tout, raconter ce qu'on s'est dit avec les copines, tout ça. Non, c'est pas. Je crois pas que ce soit une très bonne chose. Après, l'infidélité. Ça dépend comment on la vit. Là, c'est délicat parce que du coup, Aidan, il part. Il décide de partir finalement. Mais, réaction super saine d'ailleurs de Aidan. Complètement. Non, mais il est pas exceptionnel. De cris, pas de... Il pleure et il lui dit je t'aime, c'est comme ça. Il lui dit ce truc merveilleux, il pleure et il dit je suis désolée mais je ne vais pas réussir à passer au-dessus de ça. Et en fait déjà je trouve que c'est merveilleux parce qu'il y a plein de gens qui se seraient remis avec elle parce qu'en fait t'es en manque, t'es en deuil quand tu te sépares. Donc c'est ta drogue, t'as besoin de retourner vers l'autre et en fait qui peuvent pas passer à autre chose, donc en fait qu'ils le font payer à l'autre et du coup là ça devient un enfer. Lui dit directement je vais pas réussir à passer au-dessus. Donc voilà, je pars. Très étonnant de Carrie qui va pas oh il me veut plus, je le veux. Ça aurait été une réaction de Carrie. Complètement. Je trouve ça trop bizarre qu'elle vienne pas. J'ai pas envie de spoiler, mais c'est ce qui va quand même se passer un peu plus tard quand elle va voir qu'il est indisponible et au max. Voilà. Donc en fait, on en revient. Je crois à ce truc de. En fait, elle a tellement. Donc moi, je différencie bien confiance en soi et estime. La confiance en soi, ça varie vachement en fonction des jours, des mois, tout ça, des hormones, des embrouilles avec les copines, tout ça. En revanche, l'estime, c'est le terreau de nos valeurs, de comment on se perçoit dans le monde. Et donc c'est hyper important dans la vie pro, dans la vie perso, dans la vie familiale, tout ça. Si on a une bonne estime, généralement on s'entoure de personnes qui nous veulent du bien et qui nous font du bien. Et celles qui nous critiquent et qui nous font du mal, on les dégage de notre vie. Carrie a une mauvaise estime d'elle-même, même si elle est canon, tout ça, comme quoi ça va absolument rien dire. Elle est belle comme un cœur, elle a un boulot, elle est hyper sexy, elle s'habille trop bien. Mais elle se perçoit, je pense, pas comme une femme qui a de la valeur. Et donc du coup, d'être avec un big qui lui roule dessus, littéralement... ça lui fait du bien, dans un sens. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, en parlant de femme qui a de la valeur, on va passer à un autre extrait de quelqu'un qui, je pense, a une assez bonne estime de soi, mais ça a pu un peu lui chuter les tours. Tu me diras, lui jouer les tours. C'est Charlotte qui décide au début de la saison 3, donc là on revient au début de la saison 3, elles sont en soirée à Staten Island, là. Elles sont à l'île en face, et elles sont en soirée, et Charlotte est bourrée, et décide, et là ça va prendre le tournant de la saison 3, qu'elle se mariera. Et que c'est comme ça, et que ça va arriver, parce que voilà, il lui faut un prince charmant. Et elle va voir des mecs, elle va trouver son prince charmant, elle est obstinée, elle va même être complètement folle avec ses potes en disant mais je le veux maintenant, trouvez-moi mon prince charmant et tout. Et elle va rencontrer Trey, avec qui elle va se marier, et c'est déjà assez dingue. En fait, elle était tellement obsédée par ce mec qu'en fait elle s'est mise dans un mauvais truc, elle se marie avec lui et ils n'ont pas de vie sexuelle. Trey n'arrive spoil, pas... du coup. Voilà. Gros spoil pour les personnes qui... ils n'ont pas de vie sexuelle, il n'arrivent pas d'érection avec elle et c'est pas un bon match. Et d'ailleurs, j'avais lu ce truc dans un livre qui s'appelle Le Mage du Kremlin, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Super livre. Et il dit en fait... tu sais jamais ce qui est bien pour toi. Tu penses vraiment que t'as des désirs et que dans la vie tu veux absolument un truc, mais en fait ça se trouve ça va être le pire truc qui va t'arriver. Ça se trouve il va t'arriver un malheur, tu vas te dire putain mais c'est absolument horrible, en fait c'est le meilleur truc qui te sera arrivé. Et en fait tu peux pas juger et construire ta vie sans cesse sur des rêves en fait constamment comme ça. Et c'est ce que fait Charlotte. Et est-ce que tu penses pas que dans ses désirs et dans ses plans et dans ses ambitions, on peut parfois complètement se perdre. En fait son envie d'être en couple peut être tellement puissante qu'en fait on peut se tromper de personne. Il a l'air trop bien le livre que t'as conseillé là. Alors non, c'est sur l'arrivée de Poutine au pouvoir, donc c'est vraiment pas carrément, mais c'est sur un mec qui a conseillé Poutine, mais en fait il parle de ça. C'est un mec qui fait du théâtre et qui est un metteur en scène qui en fait est conseiller des politiques. Ah, ok. Voilà. Ok. Donc pour revenir à la question de Charlotte, après je pense qu'on a toute la réponse. Non, je pense que oui, évidemment. De toute façon, d'être trop dans sa tête, c'est pas une bonne chose, surtout en amour.
le truc, c'est qu'on est tellement influencé par notre histoire familiale, par ce qu'on a capté de ce que nos parents pensaient vouloir pour nous, par notre entourage social, culturel. Donc, déjà, c'est hyper compliqué d'être neutre quand on en fait un choix amoureux. Et là, pour le coup de Charlotte, elle est tellement dans ses idéaux de mariage, de féerie, de princesse. Pour le coup, elle, c'est vraiment l'exemple de elle cherche le prince charmant qui n'existe pas, comme la princesse n'existe pas. Et donc, elle se trompe. Mais je trouve que c'est quand même un beau miroir de notre société. C'est-à-dire qu'en effet, à force de trop idéaliser le mariage, les enfants, la famille idéale ou l'homme parfait, on se rend bien compte que ça n'existe pas et que ce qui est beau dans l'amour, c'est la construction de l'être imparfait et de la relation imparfaite où on va dealer tous les deux. Ok, toi t'es comme ça, parfois t'es chiant sur ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Et elle est avec un mec qui est plutôt charmant, qui est pété de thunes, qui vient d'une famille hyper aisée. Puis en fait, elle se rend compte avec le temps qu'il y a rien ça dysfonctionne. Et puis en plus de ça, la sexualité dysfonctionne. Après, une sexualité qui dysfonctionne, c'est pas non plus cata quoi. Enfin, c'est problématique, mais c'est pas non plus pour moi le truc le plus catastrophique, je dirais. Mais c'est ça, mais en fait, tu vois à quel point elle était obstinée en plus parce que la veille du mariage, elle est avec ses copines, elle dit putain, les filles, j'ai trop hâte de faire ma première fois avec Trey. Et là, ses copines se tournent en mode genre. Quoi? Tu n'as pas fait alors qu'en plus Charlotte pendant toute la série fait des premiers dates où elle couche le premier soir. C'est une fille en fait qui, malgré ses valeurs et ses côtés assez carrés, en fait est une femme assez libre et vraiment complètement dans son époque. Mais là elle est en mode genre non, on a décidé de se préserver, ce serait pas merveilleux en fait. Genre j'ai lu qu'en fait à partir de quelques mois je pouvais peut-être limite redevenir vierge. Elle est tellement obstinée avec un truc de valeur qu'elle se met dans une situation complètement absurde et ses amis lui disent mais t'es complètement folle, tu regardes Samantha lui dit cette phrase très très marrante, elle dit quand t'achètes une voiture tu la testes avant, genre c'est vraiment complètement un délire quoi. Mais comment faire pour éviter cette situation, comment faire pour éviter de se retrouver en fait engagé et enfermé avec la mauvaise personne? Si toutes nos relations sont qu'une accumulation de projections, comment on fait pour différencier le rêve qu'on a du couple ou la réalité de ce qu'on doit avoir? Franchement, de vivre les expériences déjà pleinement, de pas s'arrêter sur le mec il a un taf qui me plaît pas trop. J'ai quand même pas mal de cas en coaching où en fait le classique, si le mec il fait pas 1m80, s'il est pas brun, ténébreux, qu'il a pas fait Sciences Po, bof quoi. Ouais. Mais je sais que parfois c'est compliqué, religion différente, niveau social différent, salaire différent, mais l'amour, et c'est pas naïf de dire ça, l'amour c'est quand même une rencontre de deux êtres, et en fait du coup ça balaye tout ce qui est revenu, milieu social, donc de pas s'arrêter sur des choses qui sont vraiment il a les yeux verts, je préfère les yeux marrons quand même, il avait des chaussures un peu bizarres, mais en fait on a peut-être aussi déjà tout fait. Putain, les chaussettes, je peux pas voilà, non mais le style vestimentaire, tout ça, mais même moi, enfin je peux être un peu sur tout ça, à dire à mes clients c'est vrai que si vous aimez pas ça chez lui, tout ça, mais en fait le plus important c'est les valeurs communes, c'est que ça match sur le plan émotionnel, sur est-ce qu'il m'écoute, est-ce qu'il me comprend, est-ce qu'on se capte, est-ce que j'arrive à me montrer vulnérable, est-ce que avec lui j'arrive à être moi-même au bout de quelques temps quoi, est-ce que physiquement, même en termes d'odeur, est-ce que quand il me prend la main c'est agréable, est-ce que il écoute ce que j'aime, tout ça ce sont des choses importantes. C'est pas putain il a un sourcil trop bizarre, non mais c'est vrai, Et justement en vrai ces questions là il semble que Charlotte se les ait pas forcément posées, et donc là pour le coup c'est mis dans le cas de la sexualité. Donc en fait ils ne couchent pas ensemble jusqu'au mariage avec Trey, et ils essayent après le mariage et on se rend compte qu'il est on pense qu'il est impotent jusqu'à ce qu'elle le surprenne en train de impotent. Alors là, ça fait longtemps que j'ai pas. Et on se rend compte. Non mais elle l'a sorti comme ça. C'était Elle pensait qu'on allait un jeu en fait. Oui, tout à fait, impotent. Oui, tout à fait. Elle a dû taper sur Instagram, sur Internet, ça avant le podcast, ça va de comment le dire d'une manière classe. Vous vous rendez compte qu'on rigole depuis une minute sur le mot impotent, les pauvres. Pardon. Mais en fait, elle voit qu'en fait il se masturbe devant un magazine porno, et donc ils vont voir le psy et ils disent c'est une super bonne nouvelle. Déjà votre mec finalement il n'est pas homosexuel, mais surtout il n'est pas
asexué. Et là, il lui dit une phrase parce que Charlotte ne comprend pas du coup pourquoi il couche pas avec elle. Et il lui dit une phrase où il lui dit en fait, je t'ai désexualisé le moment où on s'est mariés. Et en fait, cette situation, je l'ai déjà vécue au travers d'histoires d'amis. J'ai l'impression que ça arrive que dans les couples, quand on commence à s'engager, on joue un différent rôle au sein de la sexualité, qu'il y a un peu le jeu du début et dès que ça devient sérieux, en fait, tout d'un coup, on change notre attitude, surtout nous en tant que femmes. Et du coup, la question, c'est, oui, est-ce que l'engagement ou est-ce que à cause des mœurs qu'on a, on se désexualise au sein du couple et quel est le danger et comment faire différemment? Déjà, je trouve que le terme désexualisé, il est quand même fort. Ouais. Mais peut-être que vous l'avez perçu dans vos amitiés ou même du coup dans la série. J'avais oublié ce moment-là qui est quand même fort. Enfin, c'est très dur, fort. quoi. Il y a un moment où elle arrive, il est dans le lit et elle se déshabille, elle est face à lui et elle dit lui il demande mais qu'est-ce que tu fais, enfin il en a marre qu'elle essaye tous les soirs et tout, ça suffit, elle arrête et tout et elle les fait mais genre regarde-moi Trey, je suis ta femme, je suis belle, je t'aime et je suis sexuelle. Et c'est un moment qui est hyper puissant. Et en fait, enfin voilà, et pourquoi est-ce qu'il ça marche pas? Alors, si on fait une petite rétrospective de lui, son histoire familiale à Trey, parce que c'est quand même important. Je veux dire, heureusement que tous les couples ne finissent pas comme ça après 5, 10 ans, 15 ans d'engagement. Lui, il a l'air d'avoir une mère quand même bien proche de lui, bien castratrice. Je crois qu'elle a l'air d'être un peu trop proche de sa vie intime et amoureuse. Donc du coup, déjà très compliqué pour le pauvre petit Trail d'avoir une vie sexuelle, parce que je pense que sa maman, elle prend déjà beaucoup de place dans sa vie. Donc ça, exactement. Donc ça, à prendre en compte. Voilà, faites attention quand la maman est trop proche, ça pue la merde, vraiment. Non, je vous le dis par expérience. la petite parenthèse. Mais donc déjà, je pense que ça l'a pas aidé. C'est pour ça que la série elle est trop bien faite, parce que je trouve que tous les détails sont importants. C'est pas comme s'il avait une mère qui était hyper saine, la mère elle est là à lui faire des contrats, il y a un contrat au milieu, n'importe quoi. Donc voilà, et après c'est sûr que quand on s'engage, enfin quand on vit un quotidien avec quelqu'un, quand on vit avec la personne, c'est sûr qu'on devient moins oui, la sexualité elle est un peu plus espacée, ça c'est une réalité. Le quotidien, parfois c'est un peu la routine, mais c'est le début pour moi, et c'est le début de l'amour. Parce que oui, c'est sûr que ce sera pas tous les soirs petite lingerie et coquinerie dans l'appartement. Mais justement, il faut se renouveler, il faut en discuter. Les dîners. Alors j'avais entendu je crois que c'était un philosophe qui disait que il y a rien de plus beau que les petits déjeuners en fait le matin quoi. Et c'est vrai. Alors oui, une partie de jambes en l'air c'est extraordinaire, mais le matin avec son partenaire ou son mari ou sa copine, où en fait on boit le café ou un petit matcha, mais il y a rien. Non, mais franchement, ça va, bien dormi. Enfin, même le small talk. Enfin, je veux dire, je trouve ça fabuleux. On l'a vachement dénigré en mode ouais, c'est nul. Oui, c'est hyper intéressant les sujets deep et il faut parler à son mec de choses profondes et ça fait partie de la connexion émotionnelle. Mais les sujets aussi de la vie quotidienne, c'est important. Par contre, donc, ce qui peut désexualiser un peu le couple, c'est de materner son copain. Voilà. Mais ça, oui, complètement. Non, mais on en parlait avec Iris, c'est les voix de bébé. En fait, avec Iris, on en parlait. J'ai très envie d'en parler avec toi. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui arrive dans tous les couples. C'est une étape que tu ne pourras jamais éviter. Et c'est comme ça. La voix de bébé arrive. Je sais pas. On ne sait pas comment elle arrive. C'est une très bonne remarque. On l'a peut-être déjà tout un peu fait, mais peut-être il y a 5-10 ans, on va dire. En tout cas, quand on commençait un peu. Pas de jugement ici. Vraiment, c'est ok de faire la voix de bébé avant. Je me suis fait quitter pour une voix de bébé. Vraiment. Non, je te crois pas. Genre, Iris, en fait, je ne supporte plus ta voix de bébé. Quoi? Mais je la fais. Je ne remarque même pas en fait. Je la fais H24. Quoi, mais de quoi tu parles? Et de quoi tu parles, mon petit cœur d'amour? Cette conversation a démarré par ça et a fini 2 heures plus tard par une rupture. Putain, merde. On rigole, mais c'est quand même. On rigole, mais c'est pas si drôle. On rigole, mais. Non, mais c'était pour le mieux, donc c'est pas grave. On continue du coup. Non, la voix de bébé, non. Alors, ça aussi, ce n'est que mon avis, mais ça, c'est aussi avec l'expérience que je l'ai compris. C'est que de faire des voix de bébé, ça, je trouve que c'est quand même le prime du coup de l'enfantillage. Enfin, ça va pas, mais mon petit bébé d'amour, je t'ai préparé ton petit sac. Alors, rendre service à son mec de temps en temps. Mais en fait, non. Alors, il s'habitue, déjà, pas bon. Et nous,
vraiment. Alors au début, c'est valorisant parce qu'on a l'impression du coup d'avoir une place particulière dans son cœur. Et oui, mais le truc c'est que si on se met comme une maman, au bout d'un moment, la maman, elle va pas coucher avec son fils, donc c'est pour ça que. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est trash, mais c'est réel, franchement. Je trouve que c'est des choses qu'on nous dit jamais. Ça me fait trop rire. Non mais c'est hyper. Donc mon amour, mon tendre. En fait, et alors, ce qui est sympa, je trouve, et je trouve que c'est là qu'on voit quand même que les couples qui sont quand même très très connectés sur le plan émotionnel, c'est quand les surnoms sont vraiment très personnalisés. Et que du coup, il y a que eux qui peuvent les comprendre. Alors après, mon amour et mon cœur, c'est adorable. Hein. Oui, bien mon sûr. chéri, mais mon petit bébé, mon enfant, mon lutin favori. Enfin, c'est là, au bout d'un moment, non, en effet, c'est trop bébé. En fait, ça ne peut pas amener pour moi à une relation saine et mature, quoi. Je sais pas pourquoi ça me fait autant rigoler les trucs. Non, mais c'est vrai, après, t'es là. Mon petit bébé. Mais sur le truc de materner, je pense qu'il y a vraiment, je pense que c'est ça le glitch. Enfin, en fait, ça, il la voit vraiment bien comme sûr. la femme qui pourrait remplacer sa mère. Mais est-ce qu'elle le materne beaucoup? Non, là, trop, trop hein. partie dans le truc. Non, elle le materne pas, mais de comment est-ce qu'on désexualise le couple. Oui. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de couples qui en fait se désexualisent par là, en fait, en général. Ah non, je sais pourquoi elle le materne, en fait. Je sais pourquoi là on le relie à Charlotte et Trey. Charlotte a su qu'elle voulait se marier avec Trey et elle a voulu le manipuler parce qu'elle a compris comment sa mère le manipulait en mettant sa main ici. Donc Charlotte fait le même truc, elle fait on devrait prendre ça. Tu devrais m'acheter ce cadeau. Voilà. On devrait se marier. Donc et lui là, il répond toujours alrighty then. Alrighty. Bah, en fait, là, du coup, trop bien parce que la boucle est bouclée. Ouais. Si un homme est autant déjà influencé et influençable par sa mère ou par une femme qui pose, en fait, cette main un peu symbolique de c'est moi, du coup, qui vais te contrôler, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'érection. C'est un mec qui est méga castré. Si, juste en mettant la main, il sent que, du coup, tout son pouvoir, quoi. Et un homme, son pouvoir, c'est l'argent et l'érection, quoi. Donc, du coup, c'est en vrai. C'est pour ça que cette série, elle est aussi folle, je trouve. C'est qu'elle est dans le détail. Et je pense que les réalisateurs, enfin, ils sont trop chauds parce qu'il y a grave de psychologie derrière. Enfin, je veux dire, tout est hyper calculé, tout est. C'est extraordinaire. Ça me passionne. Non, mais c'est trop bien. Et il y a un dernier extrait aussi dont on voulait te parler. Et là, c'est complètement. C'est pas même pas sur le couple, du coup, c'est sur le non-couple. Samantha, qui n'a jamais demandé une relation aux hommes avec qui elle est, qui adore justement avoir son indépendance, se retrouve un matin très malade. Elle a chopé la grippe. Oui. Elle a une méga grippe. Et là, le rideau tombe chez elle, la trinque de rideau tombe. C'est horrible, c'est pas possible et tout. Et là, du coup, elle rappelle les gens avec qui elle a passé la nuit en Les disant. plans cul. Ouais, les plans cul. Les gens avec qui elle a passé la nuit. Avec qui elle a passé ses anciennes nuits. Temps, les gens avec qui ouais, bref, elle les rappelle et elle dit à 10h, elle est en mode tu veux pas passer chez moi sur le chemin pour aller au travail? Et je sais pas, les gens ils sont en mode genre ah ouais, tu veux qu'on le fasse et tout, et elle est en mode genre non, je suis très malade. Personne ne vient évidemment, elle appelle Carrie à la rescousse. Et la question qu'on voulait te poser, c'est est-ce qu'une fille aussi girl boss comme Samantha, est-ce qu'on peut vraiment être complet et se sentir complètement complet? Parce que là elle est désespérée, elle se dit putain mais je suis toute seule en fait, at the end of the day en fait ce qui compte c'est avec qui t'es. Elle dit à Carrie, je me suis trompée, je vous ai toujours dit qu'il fallait être indépendante, mais pas du tout. En fait, sans homme, je ne suis rien, regarde ma tringle à rideau et tout, et c'est horrible. Et la question voilà, c'est qu'on se pose, c'est est-ce que on peut être complet sans partenaire? Bah là, je vais me faire des ennemis, hein, surtout avec on est là pour notre créer génération. Et j'ai beau être une femme féministe, indépendante, de 28 ans. Pour moi, on est... alors oui, on est des individus à part entière. Heureusement qu'on se suffit à nous-mêmes. De toute façon, on est et on meurt seul. Donc à partir de là, il faut faire avec ça. Après, on choisit les personnes qui nous accompagnent pendant toute cette période de vie. Mais on est complet. Le terme, je crois qu'on est des êtres de lien. Donc on est fait pour être avec les autres. Alors les gens ils vont dire oui mais du coup on s'entoure de plein de potes. Alors oui c'est trop bien les potes mais on n'a pas la même intimité avec les amis qu'avec notre amoureux. Voilà c'est tout. Et en fait ce qu'on va partager avec nos amis ça va être extraordinaire, surtout encore une fois en tant que femme, c'est trop bien, on se dit plein de choses, on a des conversations hyper intéressantes qui nous poussent, qui nous nourrissent, on va créer des projets, on va travailler ensemble et c'est génial. Mais l'amour, c'est autre chose. C'est bien pour ça qu'on utilise deux termes différents entre amitié et amour. Autre chose, c'est quoi la différence entre amitié et amour? L'amour, ça va être quelque chose qui nous transforme beaucoup plus que l'amitié.
parce que justement cette proximité, cette intimité qu'on va avoir avec l'autre, on va déjà s'identifier un petit peu à l'autre par mimétisme, et puis on va devoir accepter les défauts de l'autre, parce que de vivre au quotidien, ou en tout cas de voir la personne de manière hyper régulière comme ça, ça nous pousse dans des retranchements de putain, le lit, je préfère quand il est comme ça, moi j'adore aller au resto le samedi alors que lui il préfère aller au théâtre, et donc du coup va falloir que je fasse des compromis, va falloir que je sois plus souple, alors que quand j'étais célibataire c'était très facile, parce qu'en fait mes copines, si elles voulaient aller au théâtre, moi je préfère aller au ciné, j'allais prendre une autre copine, et voilà, et j'allais faire avec, et d'être célibataire généralement c'est plus facile que d'être en couple, hein. Mais jusqu'où le compromis? Jusqu'où Est-ce qu'il faut prendre chaque difficulté comme un obstacle dont on ressortira plus fort en couple? Est-ce qu'on doit se dire ok, on va se battre et c'est ça qui va nous rendre plus fort en tant que couple? En fait, à partir de quand tu sais que tu dois te barrer? Quand les valeurs elles sont plus du tout alignées, quand on n'est plus du tout écouté, quand on commence à s'engueuler trop de manière régulière sur les mêmes sujets, ou dans la manière de faire les choses que l'autre ne nous respecte pas, mais en vrai le couple c'est quand même c'est pas du compromis en permanence, mais c'est surtout, en fait, il y a des conflits dans le couple, et c'est comment on va transformer ces conflits en moyen de transformer la relation, c'est comment on va accepter l'autre, et c'est bien pour ça qu'on dit que les opposés s'attirent, c'est parce qu'en fait c'est grâce à la différence de l'autre que je grandis. C'est un peu chiant les couples qui se ressemblent, ok on est tous les deux, on fait tous les deux de la musique, on vient tous les deux du même milieu social, on a exactement les mêmes potes, enfin c'est super, hein. Mais en réalité ce qui est intéressant dans l'amour, c'est justement la transformation, parce qu'on est dans une famille, et après c'est grâce à l'amour qu'on se transforme et qu'on devient papillon, quoi. Ça me passionne. Grave. Mais pour le rapporter une dernière fois aux 4 filles, oui. J'ai l'impression que par exemple, en effet, Samantha, c'est une femme qui a décidé de ne pas faire de compromis, de rester dans le jeu. Tout à l'heure, tu disais que en fait, le moment où ça devient l'amour, tu sais, c'est le moment où on se cache plus, où il y a le petit déjeuner de ce matin, etc. Donc j'aime bien comment il les représente, parce que Carrie, c'est celle qui pense être prête à faire plein de compromis, j'ai l'impression, mais qui, en fait, au fond d'elle, elle aime beaucoup son petit appart, sa petite indépendance, Carrie. Et elle nous dit qu'elle veut beaucoup être en couple et qu'elle est amoureuse de l'amour, mais pas tant. Et Charlotte, c'est celle qui fait le plus de compromis, où ça va à l'inverse de ce qu'on avait dit, où tu sais, mais c'est complémentaire, où on avait dit, Charlotte, elle a ses rêves, et quand ça ne lui convient pas, elle essaye, et quand ça ne lui convient pas, elle tourne le dos, mais c'est aussi ce qui fait d'elle une personne capable de savoir ce qu'elle veut pour elle, et elle va s'adapter au juste milieu pour que ce soit encore bon pour elle-même, tu vois. Et ce que j'aime bien dans la saison 3, et après dans la saison 4, c'est Miranda et Steve, parce que c'est ce retranchement-là. En fait, Miranda, elle a toujours été un peu dans une posture de Samantha, en mode moi je vais pas faire de compromis, j'ai gagné mon indépendance, je suis cette femme, etc. Et on n'a pas envie qu'elle le fasse non plus, et quand on voit Steve, on se dit ah non, elle va devoir adapter trop de trucs et elle va la perdre, et en fait on se rend compte qu'elle ne perd pas ce qu'elle avait gagné en s'adaptant finalement vachement à lui. Et ça, je trouve ça trop chouette, c'est le meilleur pour moi exemple pour l'instant dans la série, Miranda, de comment on va construire cette relation, et elle est là-bas. Je suis grave d'accord avec toi, parce que justement les deux viennent d'un milieu social très différent, c'est un bon exemple. Beaucoup de différences. Voilà, Steve est barman, elle est avocate, ils ont des différences de moyens, on en a parlé dans l'épisode d'avant, énormes. Voilà, ils vivent grave dans des quartiers hyper différents, avec des codes du coup très différents. Mais Miranda, elle tombe amoureuse de son être, de sa simplicité, de sa gentillesse, du fait qu'il l'ait séduite, qu'il a été patient. Putain, mais on rêve tous. En fait, on veut un Steve, quoi. Franchement, je trouve que pour le coup, voilà, leur couple, c'est un bel exemple d'amour véritable. Voilà, c'est pas un Big et Carrie qui se torturent tous les deux. Et elle fait une belle évolution où à un moment, en fait, elle rentre chez elle parce qu'il dit du coup, on va vivre ensemble. Elle rentre, elle a des courses et tout, elle est là parce que je sais pas pourquoi, du coup elle se dit je vais faire les courses, je vais faire la cuisine, je vais me mettre dans cette position parce qu'on vit ensemble, donc peut-être que c'est ce que en tant que femme je suis censée faire. Elle arrive, elle fait tout tomber, le sac de courses s'explose par terre, elle fait bah voilà, je sais pas cuisiner, je sais pas faire ça, et moi je fous le bordel, et le matin ça se trouve je vais être comme ci, comme ça et tout, et lui il est là en mode genre mais je vais le vivre avec toi, et c'est génial, et ils construisent un truc super, quoi. Ouais. Non mais c'est trop mignon, c'est trop chou. Je sais plus comment leur couple se termine. Part en vrille, faut regarder Just Like That. Oui, faut regarder Just Like That. Faut regarder Just Like That. Mais on va pas spoiler. Waouh. Ok, no spoil alors. Waouh, bon début, fin on verra. C'est ça. Mais j'ai juste un dernier truc pour revenir sur Samantha. Quand elle est malade. Ouais. Pareil,
elle est malade, donc on est d'accord, elle est dans un moment de vulnérabilité. Et en fait, enfin moi ça me fait pareil. Quand je suis malade, j'ai l'impression que ma vie c'est de la merde. J'ai du mal à voir le positif, quoi. Ça dure 3 jours. Je suis un peu en mode putain, va falloir que je me repose, que je fasse rien. Et donc c'est un peu des moments où on fait des petites introspections. Samantha est dans un moment de vulnérabilité. Et en fait, vu que c'est vraiment la girl boss qui est pleine de thunes, qui voit plein de clients, plein de mecs, elle a aucune difficulté à rencontrer des hommes, c'est un moment donné où justement, bam, il y a une ouverture sur sa fragilité. Et en fait, l'histoire du rideau, finalement, ce n'est que anecdotique. C'est que c'est pas, putain, il faut qu'elle trouve quelqu'un pour remettre son rideau. C'est qu'il y a un moment donné où en fait, elle est un peu vulnérable. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être besoin d'être avec quelqu'un, pas forcément d'un homme, mais en tout cas d'être avec quelqu'un qui va être là pour elle, quoi. Parce qu'on a tous envie, quand on est malade, même si c'est un petit rhume, d'avoir quelqu'un qui est là pour nous faire une petite soupe et nous mettre une série et nous faire un câlin. Grave, et, clairement. Donc en fait, il y a un moment donné où justement, bam, elle fait tomber le masque de la girl boss et bon, ça dure que quelques jours, mais elle se dit en fait, moi aussi j'ai envie d'amour, moi aussi j'ai envie de tendresse. Et c'est pas être faible ou être lâche que d'avoir envie d'être en lien avec quelqu'un. Et d'ailleurs, ce qui est chouette, c'est qu'il y a Carrie qui finit par lui apporter, et même par lui concocter le cocktail de sa mère. Mère. C'est un médicament au Fanta horrible. Et en effet, elle revient dans sa vie. Mais en effet, ça montre que ça nous montre pour la première fois une nouvelle facette de Samantha, qui est la maladie. Et pour ceux qui vont nous suivre jusqu'à la fin de la série, il y aura un autre moment comme ça, et ça va être un moment d'ailleurs clé pour Samantha dans ses relations amoureuses. Ça va être magnifique. Ouais. Mais je ne vais pas spoiler sur ça. Bon, on a fait un peu le tour. C'était trop bien. J'adore. Merci beaucoup. Quel kiff. J'adore. J'ai envie de te poser plus de questions sur ma vie personnelle, donc je vais couper la caméra. Maintenant, faut qu'on book nos propres coachings. Et vous pouvez booker votre coaching avec Coach Love Rosalie. Trop sympa. Directement sur Insta et TikTok. À plus. Ciao. Ciao. Merci.